Docteur Richard Prasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Tandem TV. Vous êtes ancien président du CRIF, président d'honneur du Comité français pour Yad Vashem et président d'honneur du Keren Hayesod. J'ai souhaité vous interroger aujourd'hui pour avoir votre analyse sur l'actualité et également parler d'une conférence que vous animez la semaine prochaine au Centre Drahi à Tel Aviv sur les relations judéo-catholiques de Vatican II à la guerre de Gaza. Parfait. Alors, tout d'abord, actualité brûlante, puisque nous sommes dans la phase de libération progressive des otages contre les terroristes prisonniers palestiniens. Se bousculent également les idées de Trump émises lors du voyage de Benjamin Netanyahou à Washington. Quel est votre regard sur cette actualité? Bien, d'abord, sur les otages, nous suivons, comme vous tous, et je pense comme tous les juifs dans le monde, nous suivons avec beaucoup d'émotion les libérations hebdomadaires des otages. Nous avons vu l'état dans lequel se trouvaient les trois derniers otages, ceux qui ont été libérés samedi dernier. Et nous espérons que cette libération d'otages va se continuer. Il y a cette deuxième phase qui est en cours de préparation et nous espérons que beaucoup d'otages pourront revenir. C'est quelque chose qui marque toute la communauté juive de France. Le CRIF organise toutes les semaines une réunion au Trocadéro en l'honneur des otages. Et voilà, nous vivons avec eux en quelque sorte. Il y a une différence majeure avec ce qui s'est passé samedi par rapport aux autres libérations. Les images ont été particulièrement choquantes. Certaines familles, même des otages, ont comparé les otages qui sont revenus avec des juifs qui ont été libérés des camps de concentration, plus les phrases les terroristes du Hamas ont obligé certains otages à dire avec ces circonstances familiales très particulières. On sent qu'il y a une émotion, il y a un changement dans le regard des Israéliens, même de certains médias, quant à l'activité du Hamas que certains avaient du mal à appeler par leur vrai nom, comme des terroristes. Oui, c'est vrai que les images des derniers otages faisaient obligatoirement penser à ces images des survivants des camps, ceux que l'on a vus lorsque les Américains sont venus à Buchenwald ou à Bergen-Belsen. C'est quelque chose qui nous a immédiatement marqué, bien sûr. C'est c'est une situation terrible. Avant tout ce qui me paraît important, c'est d'essayer de récupérer le maximum possible d'otages survivants et nous savons bien que le Hamas utilise, nous avons vu la façon dont il utilise cette libération, la façon dont il fait croire au monde qu'il garde le contrôle de Gaza. Nous avons vu la façon dont il manipule cette libération d'otages. Tout cela est vrai, mais avant tout, il y a des hommes et encore quelques femmes qui sont là, qui continuent de souffrir, et c'est le devoir de tous de contribuer à leur libération. Et alors, à côté de ça, je ne sais pas quelle est votre analyse sur le fait que, avec ces images-là, avec ces démonstrations de force, ça casse complètement quand même cette idée qui est revendiquée sur certains campus américains, sur des Sciences Po en France, d'un mouvement de résistance qui est incompatible avec les images qu'on a pu voir. Écoutez, les réactions sur les campus ont été tellement aberrantes
qu'aucune image, à mon avis, ne cassera cette détermination qu'ils ont de voir le Hamas comme un mouvement de résistance. Rien ne les fera changer d'avis. Ils trouveront toujours un moyen biaiser la réalité et de présenter le Hamas comme un mouvement de résistance. Et lorsque l'on a vu que, après les images que eux-mêmes ont tirées des événements du 7 octobre, il y a eu un nombre considérable de personnes, notamment dans les mouvements d'extrême gauche, notamment à LFI, mais pas que, à considérer que le Hamas était un mouvement de résistance et pas un mouvement, et à ne pas utiliser le terme de terroriste. Lorsque l'on voit que les chaînes de télévision, je pense à la BBC en particulier, euh, parle des otages palestiniens de la même façon qu'ils parlent des otages israéliens ou des prisonniers israéliens de la même façon qu'ils parlent des prisonniers palestiniens. Je me dis que malheureusement non, aucune image, aussi terrible soit-elle, ne fera modifier l'état d'esprit. Vous savez, au diable la réalité, ce qui compte, ce sont mes idées. Et malheureusement, ces images terribles des otages qui rentrent, qui ont été euh, manifestement maintenus dans la faim, pendant longtemps, ces images-là ne vont pas modifier cet état d'esprit terrible qui s'est emparé d'une partie de la jeunesse dans les universités, pas seulement françaises, américaines et dans d'autres pays. Alors, il y a deux phénomènes particulièrement intéressants. L'arrivée au pouvoir, le retour de Donald Trump, avec des idées d'exclure les étudiants qui manifestent leur soutien au terrorisme, cette remise en cause de ce mouvement woke dont Israël subit aussi les conséquences. Et puis d'un autre côté, on le voit beaucoup en Europe, multiplication des attentats commis par des islamistes. Est-ce que ces deux phénomènes selon vous, pourrait à un moment faire changer l'état d'esprit d'un certain nombre d'associations, d'organisations quant au regard sur l'islamisme radical et le point de vue concernant Israël? Bah, écoutez, vous touchez là le nœud du problème. La guerre que mène Israël actuellement, c'est une guerre contre l'islamisme radical. Et la guerre que une partie de l'Occident ne veut pas voir devant elle, c'est cette guerre contre l'islamisme radical, qui est à sa porte, qui est à la porte de l'Europe. L'Europe est tellement habituée à une situation de paix qu'elle ne veut pas voir la réalité des conflits qui sont devant elle et qui touchent sa société. Nous avons actuellement au gouvernement français, nous avons des ministres qui, pour la première fois peut-être, disent les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de Français les comprennent. Une grande partie de la jeunesse qui a été biberonnée aux idées wokistes, pour simplifier les choses, ne le comprend pas. Et c'est là où effectivement euh, la présence de Trump à la tête des États-Unis change la donne. Moi, je ne suis pas un partisan de Trump, mais je dois reconnaître, je ne suis pas un partisan de Trump parce que sa façon de se comporter m'horripile, mais je dois reconnaître une chose capitale, c'est que en ce qui concerne Gaza, toutes les autres solutions ayant échoué, Trump, avec sa façon brutale de renverser la table et de chercher des solutions auxquelles personne n'a osé penser jusqu'à maintenant, laisse finalement des perspectives. Alors évidemment,
Euh, Toute la presse s'est immédiatement opposée à Trump. Et je ne dis pas que ces idées sont faciles à mener, mais elles mettent bien le problème. Il n'est pas possible d'envisager euh, une solution qui permettrait de laisser le Hamas au pouvoir à Gaza. Et de ce point de vue, la position du président des États-Unis, qui est évidemment extrêmement critiquée dans notre pays, et a le mérite de faire croire, de rappeler qu'il y a d'autres possibilités, et c'est quelque chose qui est appréciable. Je vous remercie. Alors, je le disais en introduction, la semaine prochaine, le 16 février, au Centre Drahi, vous animez une conférence sur les relations judéo-catholiques de Vatican II à la guerre du 7 octobre. Alors, Vatican II, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais je pense que beaucoup ne connaissent pas le détail de ce qui s'est passé, de ce renversement dans les relations judéo-catholiques. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous donner quelques éléments sur cet événement majeur? Alors, c'est très compliqué parce que Vatican II a duré déjà plusieurs années. Ça a eu lieu effectivement, ça a commencé il y a effectivement une soixantaine d'années. Pour les Juifs, Vatican II, ce qu'ils ont retiré de Vatican II, c'est la déclaration Nostra Aetate, qui est une des déclarations euh, les plus tardives de Vatican II et qui parle des relations entre les chrétiens et diverses religions, et en particulier les juifs qui, dans la déclaration Nostra Aetate, sont inclus dans ce que l'Église appelle le mystère de l'Église. Et pour la première fois, des phrases très fortes sont dites dans Nostra Aetate sur le fait que les Juifs n'ont pas de responsabilité dans la mort de Jésus et que c'est un scandale que de les en accuser et d'en accuser leurs descendants. Et Vatican II explique que l'antisémitisme n'a pas lieu d'être. C'est la première C'est quelque chose de révolutionnaire parce qu'il faut évolution. rappeler que les Juifs ont été accusés d'être le peuple déicide, d'avoir tué Jésus. On a fait une émission il y a quelques jours, nous, on a parlé de l'affaire Mortara, donc un exemple parmi les plus connus d'enfants juifs enlevés à sa famille par les autorités religieuses catholiques. Vatican II marque une rupture extrêmement importante. Absolument. Et aujourd'hui, ça a tellement été assimilé qu'on ne se rend plus compte de la rupture que ça a présenté. Et comme vous le dites, effectivement, l'affaire Mortara en est un exemple. L'affaire Mortara, c'est l'époque de Pie IX. Pie IX, c'était l'époque de Vatican I. Et entre Vatican I et Vatican II, il y a un petit peu plus de 100 ans plus tard, il y a une énorme différence. Et de ce point de vue, les relations entre juifs et catholiques ont pu reprendre de façon tout à fait sur des bases tout à fait différentes. Alors vous savez que cette déclaration de Nostra Aetate, elle a été difficile, il y a eu beaucoup d'opposition à l'intérieur de l'Église et notamment de la part des Églises orientales qui avaient peur d'être elles-mêmes persécutées par les régimes musulmans si elles s'associaient à une déclaration qui innocentait les Juifs. Mais elle a eu lieu. Mais Nostra Aetate a finalement a été promulguée. Il faut rendre hommage notamment à Jules Isaac, dont la rencontre avec Jean XXIII a été, tout le monde est d'accord là-dessus, un élément déclenchant dans cette évolution extraordinaire.
Alors depuis lors, 60 ans ont passé et les relations entre juifs et catholiques se sont extraordinairement améliorées. Je ne vais pas vous en faire l'historique, mais il y a évidemment tout le pontificat de Jean-Paul II que chacun se rappelle, et notamment en Israël, la visite que Jean-Paul II a faite à Jérusalem, le petit morceau de papier sur lequel qu'il a glissé dans les fentes du mur dans lequel il parlait des persécutions injustes que l'Église avait infligées aux Juifs pendant une longue période. Donc, Alors, oui, pardon. Dernière question, j'allais vous dire, on a vu cette amélioration, ce rapprochement entre, alors encore une fois, les autorités catholiques et on va dire le monde juif, puisqu'on sait que les relations entre les catholiques, le petit clergé et les juifs étaient très différentes, et on sait combien de sœurs, de frères, de moines, de prêtres ont aidé, ont sauvé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a pu observer depuis quelques années avec le pape François ce qui ressemble à un renversement de situation avec un certain nombre d'images, un certain nombre de déclarations anti-israéliennes qui étaient à contre-courant de ce qu'on avait pu observer auparavant. oui. Alors, le, il n'y a pas de modification dans la position de l'Église en ce qui concerne les Juifs. Il y a une évolution que l'on voit dans la position du pape François vis-à-vis d'Israël. Et les déclarations récentes du pape François soulèvent en effet un certain nombre de questions, la façon dont il traite l'opération israélienne, l'épisode dont il n'est pas à l'origine, mais finalement sur lequel il a plus ou moins fermé les yeux de ce petit Jésus allant Sur un kéfier, sur la crèche qu'on a pu voir au mois de décembre. d'Inde sur la place Saint-Pierre à Rome. Certaines déclarations sur le fait qu'il ne sait pas très bien s'il s'agit d'un génocide ou pas, et ainsi de suite. Ce sont des déclarations qui soulèvent effectivement beaucoup de questions. Il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas, elles, euh, elles n'entraînent pas une détérioration des relations entre juifs et chrétiens en soi. Il y a une déclaration très ferme des représentants de l'Église catholique en France, avec notamment Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence épiscopale française, assurant les Juifs de leur soutien. Ces relations ne devraient pas pâtir des déclarations du pape qui s'engage sur une position politique qui ne nous satisfait évidemment pas. Donc c'est là il s'agit, c'est là les éléments de ces nouvelles relations. Il faut vraiment insister sur le fait que nous sommes dans cette même situation de la tendance à l'accusation contre Israël et à cette glorification des faibles par rapport aux forts, qui est un élément essentiel de la culture woke, cette culture que le pape semble avoir partiellement intériorisée lui-même. Voilà, voilà où nous en... Merci beaucoup. C'était un entretien passionnant pour vos analyses sur l'actualité et sur les relations judéo-catholiques. J'invite tout le monde à venir assister à votre conférence la semaine prochaine au Centre Drahi
à Tel Aviv à cette conférence. Richard Prasquet, merci d'avoir été avec nous sur Tandem TV. Merci. Bonne journée, à bientôt.